que la Chine était déjà partie pour être la première puissance économique de la planète. C'est déjà une superpuissance. Aujourd'hui, la volonté de la Chine, c'est d'être une puissance au moins égale aux États-Unis sur tous les plans, pour redéfinir les règles du game international. Elle investit massivement dans le monde, elle rachète vos entreprises et même vos meilleurs joueurs de foot. À côté de ça, elle développe une armée vénère et se montre de plus en plus féroce vis-à-vis de ses voisins. Au point que pas mal de gens commencent à se demander si les Chinois comptent pas nous envahir un jour. Ce qui est en train de se jouer aujourd'hui, au-delà du coronavirus, c'est est-ce que les États-Unis resteront toujours le leader? Sur le plan économique, ce sont les leaders, mais les Chinois, ils arrivent en force. La Chine est-elle en position de force face aux États-Unis ou joue-t-elle au contraire sa dernière carte? Pékin et Washington se sont-ils lancés dans un conflit pour le leadership mondial? Donc Trump, il est arrivé au pouvoir par là, ok? Et la bourse, elle a explosé, on a eu ici un petit crack, et puis on a eu des records. Donc record en bourse, croissance forte, taux de chômage faible, inflation faible, taux d'intérêt faible. C'était un boulevard pour Trump. Il allait être réélu. Et là, mince, coronavirus, ça bousille tous ses plans de se faire réélire. Il a des chances, bien sûr. Le gars, il est bon, c'est un bon communicant, etc. D'ailleurs, même par rapport à la Chine, il le fait volontairement, il sait ce qu'il fait et il est très très bon. Et justement, aujourd'hui, on en arrive à Trump. Qu'est-ce qui se passe aux États-Unis? Donc il y a une énorme polémique aux États-Unis, c'est-à-dire que Trump, aujourd'hui, il dit c'est bon, on déconfine, on est en train de tuer l'économie américaine, etc. Et là, il fait porter la responsabilité du confinement aux démocrates, c'est-à-dire, lui, les républicains. Si vous voulez, c'est la droite et les démocrates, c'est la gauche. Donc lui, il est plutôt de droite. Et il dit, c'est à cause d'eux qu'on est dans cette merde. C'est pas vrai, d'accord, mais c'est Trump. Et il y a de nombreux États qui sont concertés et qui ont dit, voilà, Trump, ok, il est sympa, mais on voit que c'est vraiment dangereux tout ça. Et dans l'État de New York, Cuomo, c'est le gouverneur de l'État de New York, bah, il dit, non, non, c'est toujours dangereux ce truc. Donc jusqu'au 15 mai, confinement. Et donc Trump, il voit ça, il sait qu'il a un coup à jouer, il appelle les gens à manifester contre le confinement. Ne portant ostensiblement aucun masque, ils sont venus défier le confinement de leurs États. Dans un concert de klaxons, du Minnesota au Michigan, de l'Oregon en Californie, ces Américains ne veulent pas que les autorités leur dictent leur conduite. Beaucoup de ces manifestants sont des soutiens affichés du président Trump et souhaitent rouvrir l'économie au plus vite. Tous nos emplois sont essentiels ici dans le Minnesota. Et aucun gouverneur ou qui que ce soit ne peut déterminer qui a le droit de travailler, où et quand on pourra y retourner. Au départ, vous allez voir, Trump, c'est plein de contradictions. Il disait, ouais, on peut avoir 2 millions de morts. Vous me parlez d'une estimation de 2,2 millions de morts. 2,2 millions de morts du virus. Si nous pouvions déjà limiter le nombre de morts à 100 000, c'est un nombre horrible. Ou peut-être même moins, mais à 100 000. Donc si nous avons entre 100 et 200 000 morts, alors nous aurons globalement fait du très bon travail. Et il y a 2 semaines qu'il disait ça. Et là, il retourne sa veste. Vous voyez ce que je veux dire? On voit bien qu'il est à fond sur sa réélection. Et donc au Michigan, donc qui est voilà, démocrate, eh ben, on a eu de nombreuses manifestations anti-confinement, c'est-à-dire des gens, ils ont créé des bouchons avec leurs voitures, etc. Et bien évidemment, Trump, il y a de nombreux clashs avec le gouverneur. Ici, c'est le Michigan. Et vous voyez des gens qui manifestent, attention, c'est coronavirus. Non, les gars, on s'en fiche. Il n'y a pas de coronavirus. Et les gars, ils manifestent pour justement retirer ces mesures confinement. Et ils disent ce n'est pas démocratique. Et ils reprochent à la gouverneure démocrate d'avoir prolongé le confinement. Et il y a des centaines de voitures, des piétons, une grande manifestation qui a eu lieu mercredi, la capitale de l'État du Michigan, visait à dénoncer le prolongement des mesures de confinement prises par la gouverneure démocrate Gretchen jusqu'au 30 avril. Et donc cette opération Gridlock, ça consiste à bloquer la circulation, ça rappelle un peu les gilets jaunes et compagnie,
en roulant pare-choc contre pare-choc, en klaxonnant. Les anti-confinements, nous ne sommes pas des prisonniers, vivre libre ou mourir, disaient des panneaux, tandis que d'autres s'érigeaient contre les abus de Gretchen ou sa tyrannie. Et Trump, encore une fois, il n'était pas contre, mais quand il a vu le truc, il s'est dit, tiens, donc c'est un homme politique le mec, il a vu qu'il y avait des gens qui étaient contre. Le président américain a ciblé 3 États dirigés par des gouverneurs démocrates, appelant à libérer le Minnesota, le Michigan ou encore la Virginie. J'ai remarqué qu'il y avait beaucoup de manifestations et je pense que certains gouverneurs ont été trop loin. Vous savez, il y a beaucoup de gens qui n'ont pas besoin qu'on leur dise quoi faire. Ils font ce qu'on leur a demandé. Alors qu'il y a 2 semaines, il disait le contraire. Et là, il fait un tweet, Trump, et il dit, il faut prolonger, il dit, voilà, liberate your state, save the second amendment. Le second amendement, c'est cette possibilité d'autodéfense. Et il dit, libérez votre État. Mince alors, il pousse les gens contre, finalement, leurs dirigeants. Et il dit, President Trump is standing with Virginians, calling them to liberate their state and save the Second Amendment. Et là, on voit le Michigan. Alors, est-ce que c'est... il n'y a pas de cas? Si, il y en a quand même un. D'accord? Et là, on voit le gros des cas du coronavirus. Je ne sais pas si vous avez kiffé la vidéo que j'ai publiée hier, d'ailleurs, sur l'histoire du coronavirus, etc. Et vous voyez, je vous avais parlé des grandes villes, des grandes mégalopoles, et on voit ici que c'est New York, qui est, voilà, New York, Massachusetts, New Jersey, Pennsylvania, etc. C'est là, d'accord? Ça, c'est un peu Paris. C'est Paris, c'est la ville, la grande ville, la ville riche, la ville où il y a des bourgeois, etc. Et il y a tout un endroit aux États-Unis, d'accord, le Michigan, alors il y a quand même 30 000 cas, mais il y a des gars comme le Nebraska, le Dakota, North Dakota, le Montana, il n'y a pas beaucoup de cas. Et eux, ils sont dans la merde parce qu'ils ne sont pas aussi riches que New York, ils n'ont pas autant d'argent. Et donc on est bien d'accord que pour ces gens-là, la meilleure manière d'obtenir, de survivre, c'est qu'il n'y ait pas de confinement. En plus, ils n'ont pas énormément de cas. Et on peut les comprendre. Parce que ce sont des États pauvres, des États qui n'ont pas autant de moyens que l'État de New York, par exemple, ou la Californie. D'accord? San Francisco, il y a quand même des cas. Los Angeles, d'accord? Mais c'est là où on a le gros des cas. Et ils ne comprennent pas le confinement. Et on peut les comprendre. Maintenant, encore une fois, pourquoi le confinement? J'en ai parlé un peu dans plusieurs vidéos. C'est ça, c'est que ça peut se répandre très rapidement, cette saloperie. Et que ça peut vraiment bousiller une économie. Donc on peut les comprendre. Maintenant, encore une fois, c'est, comment dirais-je, une maladie qui peut se répandre très rapidement. Alors Cuomo, c'est qui? C'est le gouverneur de l'État de New York. Et il dit, Trump devrait éteindre la télé et aller bosser. Pourquoi? Parce que justement, Trump, voilà, il est très fort, Trump. Encore une fois, c'est un excellent homme politique. Le gars, voilà, moi je suis pas trop pour son style parce que le gars, il est pas direct, quoi. C'est-à-dire, il dit un truc, puis le lendemain, voilà, c'est une girouette. Mais beaucoup de politiques sont des girouettes, on est bien d'accord. Donc le but, c'est pas de le défendre, mais ni de l'accabler. Mais c'est à un certain moment de reconnaître les faits, d'accord? Et Cuomo, qui est le gouverneur de New York, il explique que justement, Trump, voilà, ses versions ne sont pas claires. Mais Cuomo est démocrate. Et on voit un peu la violence de la politique américaine aujourd'hui. Donc, bien sûr, le bilan aujourd'hui, il est réduit, le bilan de Trump, il est réduit à néant. C'est-à-dire que tout ce qu'il a mis 4 années à bâtir, ça a fait pchut. Parce qu'avec la coronavirus, le nombre de chômeurs, il a explosé. On a 22 millions d'Américains qui sont inscrits pour la première fois au chômage en seulement 4 semaines. C'est-à-dire 13% de la population. C'est du jamais vu depuis la Grande Dépression, parce que les États-Unis, ils n'ont pas le chômage, ils n'ont pas les allocations, ils n'ont pas le système d'aide qu'on a par exemple en Europe. Voilà, pas à Dubaï. Dubaï, il n'y a pas ceci, il n'y a pas
Donc c'est clair qu'aux États-Unis, quand tu es au chômage, tu es vraiment au chômage, quoi. Tu n'as pas d'argent. Et beaucoup d'Américains, ils ont juste suffisamment d'argent pour vivre. Le gros des Américains, ils ne peuvent pas tenir un mois sans travailler. D'accord? Ils n'ont pas plus d'un mois d'épargne. Donc, on se rappelle encore une fois des subprimes. Mais là, c'est pire que les subprimes. Parce que les subprimes, les gens bossaient. Donc ici, en 4 semaines, on est passé à 13% de chômeurs, 22 millions d'Américains qui sont inscrits, 39 000 morts et la dette publique des États-Unis qui explose. Et puis ici, on voit voilà, le taux de chômage. Ici, vous voyez en janvier, février et puis mars, boum, 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 ça explose. Là, on reprend un peu les anciennes périodes. Par exemple, ici, les années 90. 90 à 91, il y a eu une dépression qui a pris 36 semaines. Le taux de chômage, il a augmenté, environ 15 millions. 2001, attention, 11 septembre, crise des valeurs technologiques, etc. Taux de chômage légèrement supérieur à 12 millions, d'accord? Sur 36 semaines. La crise des subprimes, 2007, 2008, 2009, 79 semaines. On a atteint les 37 millions. Et là, vous voyez en 4 semaines, taux de chômage, enfin le nombre d'inscrits au chômage, il est déjà à 22 millions en 4 semaines. Donc on voit un peu la vitesse et la puissance du choc économique. Et je vais vous en parler tout à l'heure avec Warren Buffett. Vous verrez, c'est du lourd ce que je vous annonce. Ici, je reviens un peu sur la crise des subprimes et bien évidemment le moment actuel. La crise des subprimes. 2010, alors la crise des subprimes, c'était 2008, d'accord, et 2007. Mais on a payé les pots cassés après la crise des subprimes. Ici, c'est 2010. Et on voit la Grèce, les États-Unis, la France, l'Allemagne, d'accord? Et on voit effectivement la croissance, la reprise de la croissance en Allemagne aux alentours des 4%, 2011, et on voit 2012, voilà. Et ici, on voit que la croissance, elle commence à se réduire. Vous voyez ici l'Allemagne, la France. Vous voyez, alors que là, elle était plus importante. Pourquoi je vous dis ça? Parce que ce que je veux vous dire, c'est que avant d'affronter cette crise, on a démarré sur de très, très mauvaises bases. La dette publique qui a explosé à la hausse, les taux d'intérêt qui étaient déjà très bas, donc peu de marge de manœuvre, et puis bien évidemment la croissance faible. Et tout ça fait que l'économie, quand on a eu cette crise du coronavirus, c'est arrivé au pire moment. C'est arrivé au pire moment. Et donc, Trump a attaqué durement la Chine. Et il n'hésite pas à insinuer que la Chine aurait volontairement créé cette crise du coronavirus, etc. Et idem en France. C'est-à-dire que Macron, il explique, on va se garder de toute naïveté en face. La Chine fustige les errements de l'Occident contre le Covid-19. Dans cette lutte d'influence, un enjeu, la domination du monde d'après. En fait, c'est vraiment qu'est-ce qui va se passer après. Et beaucoup disent que finalement, le grand gagnant, ça va être la Chine. Mais on le savait déjà, c'est-à-dire ça date pas d'aujourd'hui. C'est-à-dire que la Chine était déjà partie pour être la première puissance économique de la planète. C'est déjà une superpuissance. Bien sûr, tout n'est pas parfait en Chine, tout n'est pas génial, etc. Mais cette crise, elle a accéléré les choses. Maintenant, c'est comment ça va se passer? Quelles seront les relations? Est-ce qu'on va rentrer dans un scénario de guerre froide? D'accord? C'est ça le truc. C'est qu'est-ce qui va se passer juste après. Et donc, comme je vous l'expliquais précédemment, pourquoi Trump est aussi agressif? C'est une année électorale. Il veut se faire réélire.
et il a besoin de recueillir un maximum de voix. Donc tous les coups sont permis. Je ne sais pas si vous avez vu House of Cards. Est-ce que vous avez vu House of Cards? Kevin Spacey, magnifique série, je vous invite à la regarder. Les hommes politiques, tout est permis. The American people don't know what's best for them. I do. I know exactly what they need. Tout est permis, d'accord? Et donc, pour Trump, il faut trouver un bouc émissaire. C'est-à-dire que si l'économie, elle est mal, le gars, on l'a accusé, on lui a dit « Ouais, t'as mal géré le coronavirus, t'as trop sous-estimé, tu t'es pas pris trop en avance, tu n'as pas fait ce qu'il fallait. » D'accord? On a beaucoup critiqué Trump. Eh bien, il faut qu'il change et qu'il détourne l'attention de lui et qu'il la détourne sur la Chine, les démocrates. Et à un certain moment, il va trouver autre chose. D'accord? C'est de la politique, tout simplement. Et donc, pour Trump, il faut faire repartir l'économie. Et pour ça, c'est maintenant que ça se passe, parce que si l'appareil productif américain ne repart pas, qu'est-ce qui va se passer? La situation va se dégrader très très rapidement. Trump est un chef d'entreprise. Il est dans l'immobilier. Et il y a beaucoup de boîtes dans l'immobilier qui vont vraiment morfler. Et tout à l'heure, vous allez voir avec le pétrole, vous allez voir ce que vous allez voir. Ça va être lourd. Donc les conséquences, c'est quoi? C'est un climat nauséabond et malsain qui rappelle l'après 1929. C'est que quand on a eu la crise de 1929, qu'est-ce qui s'est passé? Les États-Unis, ils se sont repliés sur eux-mêmes. Ils ont dit on va augmenter les droits de douane sur les Européens. Les Européens ont fait la même chose. Ils ont augmenté les droits de douane. Et on a eu une économie qui s'est contractée très vite. C'est-à-dire que c'est parti très très vite. Et donc on a eu une longue dépression de 1929 à 1932 avec des prix qui baissent, avec une déflation, avec un chômage de masse, avec une pauvreté qui explose. D'accord? On a eu des années misérables et bien évidemment, ça a créé les conditions pour Hitler, le fascisme, le nazisme et compagnie, etc., etc., etc. Et donc, Ray Dalio, il en parle beaucoup. Il dit, ces périodes de fin de cycle, elles augurent généralement d'une montée des extrémismes, des totalitarismes. Également, il dit, il y a toujours deux grosses puissances. Ray Dalio, il a étudié l'histoire sur plusieurs siècles. Il a dit à chaque fois qu'il y a une fin de cycle, il y a deux superpuissances qui sont en train de se battre pour garder le pouvoir. Et généralement, ça passe par un changement de pouvoir, d'une superpuissance à une autre. Donc c'est ce qui est en train de se jouer, les amis. C'est-à-dire il faut pas se voiler la face. Ce qui est en train de se jouer aujourd'hui, au-delà du coronavirus, c'est est-ce que les États-Unis resteront toujours le leader? Pour le moment, sur le plan militaire, c'est le leader. Sur le plan économique, ce sont les leaders. Sur le plan de la technologie, ce sont les leaders. Mais les Chinois, ils arrivent en force. Et donc là, aujourd'hui, c'est pas anodin. D'accord? Alors bien sûr, je ne défends pas les Chinois, je ne défends pas les Américains. J'essaie d'être neutre. Mais on voit bien que ça nous rappelle 1929. C'est exactement ce qui s'est passé. Augmentation des droits de douane, protectionnisme, on s'est renfermé, on s'est replié sur soi-même. Et puis à un certain moment, ça a créé une dépression beaucoup plus importante et on sait ce que ça a donné ensuite la Deuxième Guerre mondiale.